Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue donc dans cette séquence de formation dans laquelle je vais expliquer quelques notions liées à l'hydraulique appliquée au génie civil. Donc, c'est quoi d'abord l'hydraulique? L'hydraulique désigne une branche de la physique qui s'intéresse à l'étude des liquides. On distingue l'hydrostatique, c'est tout simplement l'étude des fluides au repos, tels par exemple dans les barrages, dans les réservoirs, etc. Et l'hydrodynamique, c'est tout simplement l'étude des fluides en mouvement, c'est-à-dire l'étude surtout des écoulements dans les conduites, etc. Donc, concernant d'abord donc l'hydrostatique, donc on définit un fluide. C'est quoi un fluide? Un fluide est un corps qui n'a pas de forme propre et qui prend la forme du récipient qui le contient. Donc c'est au contraire des solides qui ont une forme bien déterminée. Donc un exemple de fluide, les gaz et les liquides. Donc il s'agit de deux fluides. C'est quoi une pression? Donc c'est une grandeur proportionnelle à l'intensité de la force et inversement proportionnelle à la surface S sur laquelle cette force s'applique. Donc on peut l'écrire sous forme de P égale F sur S, avec P c'est la pression, F c'est la force et S c'est la surface qui subit cette force. Donc F bien sûr c'est une force, donc il est donné en newton. S c'est une surface, donc l'unité c'est en mètre carré. Et P c'est la pression, donc il est calculé en newton par mètre carré, ou bien tout simplement en pascal. Il existe d'autres unités de mesure de pression, par exemple le centimètre de mercure. On a 1 cm de mercure, Hg, donc c'est le symbole du mercure. 1 cm de mercure égale 1334 pascal. On utilise aussi une autre unité, l'atmosphère, avec 1 atmosphère égale 76 cm de mercure égale 1,014 fois 10 à la puissance 5 pascal. On utilise aussi couramment le bar et le millibar, avec 1 bar égale 10 à la puissance 5 pascal et 1 millibar égale 10 au carré pascal. Considérons donc une surface S se trouvant à une profondeur H dans un liquide en équilibre de masse volumique ρ. Donc il s'agit de cette surface. Donc cette surface, sur cette surface repose une colonne du liquide de hauteur H. Donc le poids de cette colonne vaut, bien sûr, la colonne c'est quoi? C'est la partie assurée, donc c'est cette partie assurée. Donc le poids de cette partie agit sur la surface S. Donc le poids de cette partie, P, égale à M, la masse de cette colonne toujours, de la colonne ici assurée, sa masse, fois la pesanteur G. Donc, et on sait que la masse égale à ρ fois V. Donc je sais que la masse volumique ρ égale à M fois V. Donc et M égale à ρ fois V. Donc fois G. Donc le poids égale à ρ fois, ici j'ai le volume. Donc le volume égale tout simplement à quoi? À cette surface, la surface S fois la hauteur H, et bien fois G. Donc le poids P constitue ainsi ce qu'on appelle une force pressante s'exerçant sur la surface S. Il provoque ainsi, dans la couche observée, la pression P. Donc on a déjà défini dans la séquence précédente donc la pression. La pression égale à P sur S, égale à la force pressante sur la surface. Donc pour nous la force pressante c'est le poids de la colonne, donc ici de la colonne d'eau qui repose sur la surface S, donc P sur S, et on a déjà déterminé la valeur de P en fonction donc de ρ, S, H et G.
Donc voilà, je l'ai ici. Et je simplifie par la surface. Donc je vais obtenir les expressions suivantes. P, la pression appliquée sur la surface S, égale à ρ, la masse volumique du liquide, fois G, fois H. Donc si on considère dans ce cas deux points A et B appartenant au même fluide, au repos, de masse volumique ρ, on a PB, la pression au niveau du point B, moins la pression au niveau du point A, égale tout simplement ρ, la masse volumique de l'eau, ou bien du liquide, fois G, donc la valeur de l'apesanteur, facteur de ZA, donc la hauteur du point A, moins ZB, c'est la hauteur ou bien la côte du point B. Donc c'est tout simplement ZA moins ZB égale à H. Donc PA moins PB égale tout simplement à ρ GH. Avec bien sûr PA c'est la pression au niveau du point A, PB c'est la pression au niveau du point B, ρ c'est la masse volumique du liquide, ZA moins ZB c'est la hauteur entre A et B. Donc passons à une autre notion, c'est ce qu'on appelle donc la pression relative et la pression absolue. Donc c'est quoi la pression absolue? C'est une pression qui est calculée par rapport à la pression zéro, ça veut dire par rapport à la pression dans le vide. Alors que la pression relative, c'est la pression calculée par rapport à la pression atmosphérique. Donc dans notre cas, la pression hydrostatique est une pression relative parce qu'elle est toujours calculée par rapport à la pression atmosphérique. Donc la pression absolue se calcule comme suit. La pression absolue égale la pression atmosphérique plus la pression relative. Dans notre cas, la pression relative, c'est la pression hydrostatique. Donc la poussée d'Archimède est une force particulière que subit un corps plongé en tout ou en partie dans le fluide, dans un fluide soumis à un champ de gravité. Donc cette force provient de l'augmentation de la pression du fluide avec la profondeur. C'est-à-dire, si je considère donc un réservoir par exemple, bien sûr, il est bien évident que la pression augmente du haut vers le bas. Ça veut dire la pression de l'eau en bas est supérieure à la pression en haut. Donc, lorsque je plonge un corps dans l'eau, soit en totalité, soit en partie, il provient que la pression au niveau de sa partie inférieure est supérieure à la pression au niveau de sa partie supérieure, parce que la pression, on a dit qu'elle augmente du haut vers le bas. Donc cette différence de pression engendre une poussée du bas vers le haut qui pousse donc ce corps à sortir de l'eau, ça veut dire à flotter. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède est donnée par la formule suivante, donc égale à ρ, c'est la masse volumique du liquide, fois G, c'est le champ de pesanteur, fois V. V c'est quoi? C'est tout simplement le volume du fluide déplacé. Ça veut dire tout simplement le volume de la partie immergée avec IM, ça veut dire totalement plongé dans l'eau. Et ρ, c'est la masse volumique du fluide. Donc, comment on peut déduire est-ce que l'élément, le corps plongé dans l'eau, va couler ou bien va flotter? Donc, un corps plongé dans l'eau est soumis à deux forces. Donc, son poids, P, qui est égal ici à mg, et bien sûr la fameuse poussée d'Archimède qu'on a déjà vue, que je peux noter ici, B. Donc, dire que le corps va couler ou bien flotter revient tout simplement à établir le ballon de force, ça veut dire revient tout simplement à comparer le poids avec la poussée d'Archimède. Donc, bien sûr, on déduit que la poussée d'Archimède, le poids plutôt moins la poussée d'Archimède égale à ρ, c'est la masse volumique
du corps, moins ρ F, c'est la masse volumique du fluide, fois GV. Donc, si dans un premier cas, G, ρ, ça veut dire la masse volumique du corps inférieure à la masse volumique du liquide. C'est le cas, par exemple, du bois. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai cette grandeur qui sera négative. Ça veut dire B est supérieur tout simplement à mg, supérieur au poids. Donc, la poussée d'Archimède est supérieure au poids. Ça veut dire l'élément va flotter. C'est la poussée d'Archimède que l'on porte. C'est par contre, j'ai ρ qui est supérieur, la masse volumique du corps est supérieure à la masse volumique du fluide. C'est le cas par exemple des métaux. Donc dans ce cas, c'est le poids qui l'emporte. Ça veut dire que cette grandeur sera positive et donc le poids est supérieur à la poussée d'Archimède. On aura tout simplement un élément qui va couler. Donc la viscosité, c'est la propriété du fluide à s'opposer au mouvement. C'est-à-dire un liquide visqueux, c'est un liquide qui résiste à l'écoulement. Bien sûr, on sait qu'il existe des liquides qui sont moins visqueux, ça veut dire l'écoulement s'avère plus facile, alors qu'il existe d'autres liquides dont l'écoulement s'avère plus difficile, donc ils sont appelés des liquides visqueux. Et bien sûr, lorsque la viscosité augmente, la capacité du fluide à s'écouler diminue. Pour un liquide, la viscosité tend généralement à diminuer lorsque la température augmente. Donc on peut aussi constater ça dans notre vie quotidienne. Pour faciliter l'écoulement des liquides visqueux, et bien sûr, on les réchauffe tout simplement. C'est le cas par exemple du miel, du huile, de bitume par exemple, etc. Donc sur cette animation, vous avez une simulation d'écoulement de fluides de viscosité différentes. Donc ici à droite, on a un fluide visqueux de viscosité importante. Donc on remarque que l'écoulement se fait difficilement, donc le fluide résiste au mouvement. Alors que ici à gauche, on a un fluide de viscosité faible, donc comme vous pouvez le remarquer, l'écoulement est plus facile. Donc la viscosité dynamique peut être définie en considérant deux couches d'un fluide. La première, par exemple, soi-disant la première couche est ici. Donc cette couche par exemple. La deuxième couche est ici. Donc la première couche, bien sûr, étant animée d'une vitesse relative par rapport à la deuxième couche, notre dV est dirigé suivant x. Bien sûr, le sens d'écoulement, c'est de la gauche vers la droite. Comme vous le constatez ici, on a une différence de vitesse entre les différentes couches. Bien sûr, vu donc la viscosité, qu'il s'agit d'un fluide avec une certaine viscosité, donc il existe au niveau de la paroi, entre le fluide et la paroi de la conduite, il existe des frottements. Donc automatiquement, au voisinage des parois de la conduite, la vitesse sera très faible par rapport au milieu lorsqu'on s'éloigne de la paroi. Donc si on considère que ces deux couches sont séparées d'une certaine hauteur, donc que je vais noter dz, entre ces deux couches, il existe un certain frottement, puisqu'il s'agit d'un liquide visqueux. Donc, la viscosité est traduite par une certaine frottement entre les molécules du fluide. Donc, si je considère la force F, donc la force de frottement entre les deux couches, la viscosité dynamique, état, il est aussi noté mu. Donc, il intervient dans la relation entre la norme de la force de frottement entre les deux couches et le taux de ces aimants, ou bien le gradient, ce qu'on appelle le gradient de vitesse, donc qui est égal à dv sur dz. Ça veut dire la différence
de vitesse entre la première couche et la deuxième couche sur la différence de hauteur entre les deux couches. Donc la relation est la suivante: F, la norme de la force des forces de frottement, égale à eta, c'est notre viscosité dynamique, fois la surface des deux couches, supposons qu'ils ont la même surface, fois dv sur la différence de vitesse entre les deux couches sur la différence de hauteur, bien sûr, S étant la surface de chaque couche. Donc l'unité de mesure de cette viscosité dynamique dans le système international est le pascal fois seconde ou bien le newton fois seconde par mètre carré. Donc il existe un autre type de viscosité qu'on appelle viscosité cinématique. Tout simplement, il est obtenu en divisant la viscosité dynamique par la masse volumique du fluide. Donc cette viscosité cinématique s'exprime en Stokes ou en centi-Stokes. Donc un Stoke ou bien Stokes égale 1 cm² divisé par seconde égale à 10 moins 4 mètres carrés par seconde. Et 1 centi-Stoke, c'est 1 mm² par seconde, ou bien tout simplement 10 à la puissance moins 6 mètres carrés par seconde. Donc on parle d'un fluide parfait, donc c'est un fluide à l'intérieur duquel les forces de cohésion sont nulles. Les forces de cohésion, ça veut dire les forces de frottement entre les molécules du fluide. Donc les fluides parfaits ont pratiquement une viscosité nulle. Donc on a déjà vu que la viscosité intervient lors des frottements entre les molécules du fluide. Donc l'eau est plus proche de la définition d'un fluide parfait que l'huile. Bien sûr, on sait que l'huile a une certaine viscosité. Contrairement donc à un fluide parfait qui n'est qu'un modèle, donc à souligner un modèle pour simplifier les calculs, parce que pratiquement il n'existe pas dans la nature. Donc dans les fluides réels, les forces tangentielles de frottement interne qui s'opposent au glissement relatif des couches du fluide sont prises en considération. Ça veut dire au niveau d'un fluide réel, il existe bien des forces de frottement entre les molécules de fluide et ces frottements qui sont traduits par la viscosité du fluide, ils s'opposent bien sûr à l'écoulement ou bien au glissement des couches du fluide. Ce phénomène de frottement visqueux apparaît lors du mouvement du fluide. On constate que le fluide se déplace difficilement. Concernant donc une autre classification du fluide, on parle d'un fluide incompressible. C'est lorsque le volume occupé par une masse donnée du fluide ne varie pas en fonction de la pression extérieure. Même si la pression extérieure augmente, le volume du fluide reste constant. Donc les liquides sont ou bien peuvent être considérés comme des fluides incompressibles. Bien sûr, on sait que les liquides ne s'influencent pas par les variations de pression. Alors que pour un liquide compressible, donc c'est lorsque le volume occupé par une masse donnée du fluide varie en fonction de la pression extérieure. Bien sûr, l'exemple le plus simple de ce type de fluide compressible, ce sont les gaz, par exemple l'air, l'oxygène, etc. Donc on distingue un régime permanent ou stationnaire. Les grandeurs dans ce type d'écoulement ne dépendent pas du temps. Dans un régime uniforme, la vitesse ne dépend pas du point considéré, c'est-à-dire la vitesse des couches est la même quelle que soit la position de la couche. Un écoulement laminaire désigne tout simplement que les molécules du fluide se déplacent parallèlement les unes par rapport aux autres. Il ne présente pas trop de variations spatiales ou temporelles. Donc vous allez le constater sur la figure ici, la figure A. Donc on remarque que les molécules se déplacent parallèlement. Donc il y a un minimum de contact, de frottement entre les molécules. Au contraire, un écoulement turbulent
Donc, dans cet écoulement, ou bien l'écoulement devient turbulent lorsque les molécules se déplacent de façon désordonnée. Ça veut dire, vous le remarquez ici, donc des molécules qui se déplacent n'importe comment, donc ils ne se déplacent pas parallèlement aux autres, donc il existe une certaine turbulence entre les molécules. Comment distinguer, est-ce qu'il s'agit d'un écoulement laminaire ou bien d'un écoulement turbulent? Tout simplement à travers un nombre qu'on appelle le nombre de Reynolds. Donc Reynolds a montré expérimentalement que le passage d'un type d'écoulement à l'autre, laminaire ou turbulent, dépend d'un paramètre sans dimension appelé nombre de Reynolds noté RE. Donc on le définit de la manière suivante. Donc R égale à V fois L divisé par nu, avec V, c'est la vitesse caractéristique du fluide, donc la vitesse du fluide. L, c'est la dimension caractéristique de l'écoulement. Il peut s'agir soit d'une longueur, soit d'un diamètre, etc. On va voir ça dans les applications. Et nu, c'est la viscosité cinématique du fluide qu'on a déjà vu, qui est égale à la viscosité dynamique divisée par, donc état, si vous vous rappelez, divisé par ρ. Dans une conduite circulaire de diamètre d, la dimension caractéristique donc, dont on a parlé dans la relation précédente, est le diamètre. On a donc le régime, on dit que le régime d'écoulement est un régime laminaire, il s'agit d'un écoulement laminaire, lorsque le coefficient de Reynolds est inférieur à 2400. Lorsque le coefficient de Reynolds est supérieur à 4000, on dit qu'il s'agit d'un régime turbulent. Et lorsque le coefficient de Reynolds est compris entre 2400 et 4000, il s'agit d'un régime transitoire. Ça veut dire en quelque sorte le passage d'un régime laminaire vers un régime turbulent. Ça veut dire que certaines couches se déplacent parallèlement aux autres alors que d'autres ne le font pas. Donc merci pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.